Bonjour ou rebonjour à ceux qui nous rejoignent progressivement. Donc Delphine Rideau, directrice de la Maison des Ados de Strasbourg et du réseau Virage. Merci à tous de votre intérêt pour ce sujet qu'on propose aujourd'hui dans le cadre des webinaires de Virage. Donc webinaire qu'on a commencé à organiser depuis l'année dernière. Auparavant, on était plutôt en journée d'études ou en conférence en présentiel, ce qu'on va reprendre dans les prochains temps parce que, a priori, les conditions sanitaires vont nous le permettre et on continuera quand même certainement de les diffuser ou enregistrer pour que ceux qui ne peuvent pas nous rejoindre sur place puissent quand même y accéder. Alors aujourd'hui, on a fait le choix sur ce webinaire de vous proposer une réflexion sur la loi confortant le respect des principes de la République, puisque donc après un parcours législatif intense, on va dire, cette loi a été adoptée récemment et donc on vous propose un premier coup d'œil sous l'angle sociologique, qui est donc un angle qu'on pourra éventuellement compléter. On pourra en discuter tous ensemble en termes d'échange. Donc après la présentation de Bruno Michon, que je remercie, qui est sociologue des religions, maître de conférences associé à l'Université de Strasbourg et chargé de recherche de développement à l'ESEIS, qui travaille avec nous au niveau de l'équipe du réseau Virage depuis le début, donc ça fait maintenant quelques années, et qui nous aide beaucoup justement à analyser, réfléchir l'ensemble de nos actions, que ce soit en matière de prévention primaire, en matière d'accompagnement des personnes concernées et ou de justement programmation de journées d'études. À croiser tous les sujets en fait que ces questions de radicalisation violente nous invitent à visiter ou revisiter, et notamment pour ce qui le concerne autour de la laïcité. Bruno, si tu es prêt, je vais te céder la parole avec auparavant quelques petites précautions logistiques. Si vous voulez bien, donc, dans un premier temps, couper tous vos micros de manière à ce qu'on n'ait pas de bruit parasite. Coupez vos caméras si vous ne voulez pas apparaître sur l'enregistrement, puisqu'on enregistre en vue d'une rediffusion. Donc, on met en général dans l'enregistrement rediffusé plutôt les gens qui prennent la parole, mais vous pouvez le faire du coup sans forcément afficher vos caméras. Ce qu'on vous demandera, c'est de poser ensuite vos questions soit dans le chat, soit de rallumer vos micros au moment où on lancera le temps d'échange. Et de vous identifier. Donc, ceux qui le font d'emblée avec leur nom et prénom, c'est déjà une première chose, mais éventuellement aussi vos fonctions et vos structures employeurs, de manière à ce qu'on sache tous qui parle et d'où il parle ou d'où elle parle. Bonjour à toutes et à tous. Merci Delphine pour ton introduction. Je vais vous parler aujourd'hui de cette loi qui a été votée le 24 août et à laquelle on se prépare et on s'intéresse dans le réseau Virage depuis à peu près un an et demi. C'est une évolution conséquente des dispositifs de manière très large de prévention de la radicalisation qui nous interroge et qui nous oblige. Donc, on va vous proposer à la fois aujourd'hui un parcours en 3 temps. Dans un premier temps, je souhaiterais revenir sur l'itinéraire de ce projet de loi, par quelles étapes est-il passé. Dans un second temps, je reviendrai sur les éléments clés. Quelles mesures s'agit-il? Qu'est-ce qui est réformé? Qu'est-ce qui change? Et dans un dernier temps, je vous proposerai quelques éléments d'analyse qui nous permettront d'engager, je l'espère, une discussion. Cette discussion, évidemment,
Elle est limitée elle sera limitée par mes compétences. Hein. Je suis qu'un humble sociologue. Il s'agit là évidemment d'une loi. Et donc, peut-être, comme l'a rappelé Delphine, qu'un webinaire d'un juriste permettra de compléter mes propos. Alors, commençons tout de suite sur cet itinéraire. Tout commence le 28 novembre 2019, lorsque le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, a tenu au préfet un discours assez offensif. Je cite, « L'heure n'est plus aux pudeurs ni aux faux-semblants. Disons-le franchement, comme vous le constatez sur le terrain, la radicalisation et le terrorisme sont les symptômes les plus graves d'un mal plus profond qui touche trop nos quartiers. Je veux parler de l'islamisme et du communautarisme. » Un lien est ici établi entre islamisme, communautarisme et radicalisation. Le choix des termes est important et l'on sait la sensibilité française à la question du communautarisme. C'est pourtant un autre terme que quelques mois plus tard, le président de la République va utiliser, celui de séparatisme. On est le 18 février 2020, pas loin d'ici, c'était encore l'ancien monde. On est à Mulhouse, dans le quartier de Bourtzwiller. Dans ce discours, le président affirme deux choses concomitantes. Premier élément important par lequel il débute son discours, et c'est important de le noter, la République a failli dans les quartiers. Je cite, « Le sentiment que la République n'était pas toujours au rendez-vous de ses promesses, c'est ce que vous m'avez dit tout à l'heure, dit-il aux habitants présents en face, quand on parle d'emploi, quand on parle d'éducation ou autre. » C'est le premier élément important de ce discours. Second élément important, le séparatisme, au nom de l'islam, est un danger majeur pour notre société. Je cite encore une fois ce discours. Sentiment aussi qu'il y a des parties de la République qui veulent se séparer du reste, qui, au fond, ne se retrouvent plus dans ces lois, dans ces codes, ces règles, que nous avons une partie de notre population qui se sépare du reste. En tout cas, qui, considérant peut-être qu'on l'a fait vivre longtemps derrière des murs, décide d'en bâtir de nouveaux et de le faire. C'est pour ça que toutes les choses se mélangent souvent dans notre débat public au titre d'une religion dont elle déforme les aspirations profondes et en faisant de cette religion un projet politique et au nom de l'islam. On a à nouveau ici un lien tiré entre le séparatisme, le projet de politique de se séparer de la République, mais le lien à la question le lien à la question terroriste et de la radicalisation apparaît lui aussi dans la continuité du discours du ministre de l'Intérieur. Toutefois, un élément clé et qui me semble n'a été que très peu relayé dans les médias suite à ce discours-là est le choix d'éviter le terme de communautarisme. Il s'agit là d'une relative nouveauté dans le discours de nos décideurs et j'aimerais revenir très rapidement sur la justification que donne Emmanuel Macron de ce choix. Je cite. Face à cela, je ne suis pas à l'aise avec le mot de communautarisme. Je vais vous dire pourquoi. Parce que nous pouvons avoir dans la République française des communautés. Selon le pays d'où on vient, chacun se revendique d'ailleurs selon la communauté à laquelle il appartient. Il y en a aussi selon les religions. Simplement, ces appartenances ne doivent jamais valoir soustraction à la République. Elles s'ajoutent en quelque sorte. Elles sont une forme d'identité en plus qui est compatible avec la République. Et il ne s'agit pas ici de les stigmatiser. Cette partie du discours d'Emmanuel Macron est, à ma connaissance, mais je serais ravi d'en discuter avec vous plus tard, la première fois
qu'un président de la République affirme de manière évidente et forte que nous pouvons avoir dans la République des communautés. C'est une évolution du discours qu'on pourra analyser par la suite, mais que je tenais à préciser dans ce préambule autour de l'itinéraire de cette loi. Il faut ensuite attendre le 2 octobre 2010, pardon, il y a une énorme erreur dans mon PowerPoint, 2020, pour que le président reprenne la parole pour préciser les contours du futur projet de loi. Cette fois-ci, on est au Mureau, en grande banlieue parisienne. Dans ce discours, le président rappelle, contre certaines interprétations, que, je cite, « la laïcité, c'est la neutralité de l'État et en aucun cas l'effacement des religions dans la société et dans l'espace public ». Il explique ensuite, en reprenant son discours de Mulhouse et en esquissant les futurs contours du projet de loi, que, je cite, « ce à quoi nous devons nous attaquer, c'est le séparatisme islamiste. C'est un projet conscient, théorisé, politico-religieux, qui se concrétise par des écarts répétés avec les valeurs de la République, qui se traduit souvent par la constitution d'une contre-société et dont les manifestations sont la déscolarisation des enfants, le développement de pratiques sportives, culturelles, communautarisées, qui sont le prétexte pour l'enseignement de principes qui ne sont pas conformes aux lois de la République. C'est l'endoctrinement, et par celui-ci, la négation de nos principes, l'égalité entre les femmes et les hommes, la dignité humaine. » Dans le même discours, et en continuant cette prise de parole, le président explique que l'islamisme constitue le lit de la radicalisation. Il explique cela par la diffusion d'un islam radical au niveau mondial. Il explique ainsi, et je cite, « Il faut bien dire que nous avons laissé faire, chez nous comme à l'étranger, wahhabisme, salafisme, frères musulmans. Beaucoup de ces formes étaient au début d'ailleurs pacifiques pour certaines. Elles ont progressivement dégénéré dans leur expression. Elles se sont elles-mêmes radicalisées. » Il revient enfin sur la responsabilité de la République dans l'abandon des quartiers. Et cette fois-ci, il y a une inversion par rapport à son premier discours. Dans le premier discours, il commençait par cette responsabilité. Là, il termine par là. La façon dont il parle de cette responsabilité de la République est intéressante, je cite, « À cela s'ajoute le terreau sur lequel tout ce que je viens de décrire s'est établi. Nous avons nous-mêmes construit notre propre séparatisme. C'est celui de nos quartiers. C'est la ghettoisation que notre République, avec initialement les meilleures intentions du monde, mais a laissé faire, c'est-à-dire que nous avons eu une politique, on a parfois appelé ça une politique de peuplement, mais nous avons construit une concentration de la misère et des difficultés. » Il continue ainsi en traitant du passé colonial et des traumatismes que ce passé engendre, tout en condamnant ceux qui instrumentalisent ce passé pour condamner la République aujourd'hui, référence évidente au débat sur l'islamo-gauchisme et sur le postcolonialisme. Enfin, il esquisse les axes du futur projet de loi. C'est évidemment le moment important du discours, et il ébauche 5 axes. Premier axe, la neutralité des services publics. Il affirme l'importance de renforcer la neutralité de l'État et des services publics, entre autres pour les élus et les collectivités territoriales, qui, il prend cela comme exemple, parfois se laissent convaincre de réserver des créneaux à la piscine pour les femmes, signe, selon lui, de séparatisme. Il affirme aussi qu'il s'agirait de renforcer la neutralité pour les structures privées délégataires de services publics. Dans un second axe, il va viser plus spécifiquement les associations en affirmant l'importance d'étendre les motifs de dissolution de ces mêmes associations et en demandant la signature d'un contrat du respect des valeurs de la République pour les associations financées par des fonds publics. Troisième axe, l'école. Et là, il vise deux éléments particulièrement, la scolarisation à domicile et les écoles privées hors contrat.
élément dont on a largement entendu parler dans les débats. Il rappelle qu'il y a 50 000 enfants scolarisés à domicile sur 12 millions d'élèves en France, que parfois ils sont scolarisés dans des écoles clandestines, et donc il demande à ce que l'instruction obligatoire débute dès 3 ans. Il demande la limitation de l'instruction à domicile uniquement pour des impératifs de santé. Il affirme vouloir la transformation des cours de langue et culture d'origine par des cours d'enseignement internationaux de langues étrangères, les EILE, avec une plus grande surveillance des enseignants envoyés par les pays partenaires. Et enfin, un plus grand contrôle des financements des associations cultuelles. 4e axe, l'islam de France. Il s'agit évidemment d'un axe central au vu des objectifs posés par le projet de loi. Il affirme qu'il convient de structurer mieux l'islam de France, ce qui est une ancienne depuis de nombreuses années. On sent à ce moment-là du discours que le président marche sur des œufs. Il affirme ainsi « Ce n'est pas le travail de l'État de structurer l'islam, mais nous devons nous permettre d'accompagner cette émergence, donc d'un islam de France, et c'est ce que ce dialogue, toute cette préparation nous a permis de faire. » Donc on sent là évidemment la difficulté en régime de laïcité de structurer une religion alors que l'État ne doit reconnaître, salarier ni subventionner aucun culte. C'est une corde raide. Il demande la fin de l'islam consulaire et donc de développer la formation d'imams en France et en français, bien sûr. Il demande à ce qu'on incite les associations cultuelles de loi 1901, donc la loi, on va dire le droit commun des associations, et il souhaite inciter ces associations cultuelles confessionnelles de loi 1901 à passer en loi 1905, donc le régime associatif spécifique pour des associations à but confessionnel. Il continue pour inciter ces associations à passer d'un régime à l'autre. Il souhaite renforcer le contrôle des associations à but cultuel de loi 1901 et entre autres le contrôle des financements étrangers. Il continue toujours en demandant une mesure anti-putsch pour éviter dans les mosquées la prise de contrôle par des éléments radicaux de ces mêmes mosquées. Enfin, il annonce que l'État soutiendra à hauteur de 10 millions d'euros les initiatives qui seront prises par la Fondation pour l'Islam de France en matière de culture, d'histoire et de sciences. Nous en arrivons au dernier axe dressé par le président de la République lors de ce discours aux Mureaux, le retour de la République dans les quartiers. Et là, le président égrène un certain nombre de dispositions déjà prises, renforcement de la rénovation urbaine dans le cadre de l'ANRU, les cités éducatives, les maisons France Service, le dédoublement des classes dans les REP+, la lutte contre les discriminations, etc. Il ne propose rien de nouveau à cet endroit. Voilà pour le contexte discursif, en tout cas la façon dont le projet de loi s'inscrit dans le discours politique. Ça m'a semblé important de revenir dessus pour voir l'évolution même des discours au fur et à mesure du temps. On passe quand même du communautarisme au séparatisme, tout en conservant cet élément de discours important qui est qu'il s'agit d'une mesure permettant de prévenir la radicalisation. Le projet de loi passe ensuite par un parcours législatif relativement compliqué, puisqu'il est présenté en Conseil des ministres le 9 décembre 2020, déposé au Parlement le même jour. Il est adopté 3 mois plus tard
à l'Assemblée, non sans de nombreux remous, puisque 1878 amendements ont été proposés, parmi lesquels, rappelons, l'amendement Berger-Moreau visant à interdire le port du voile pour les jeunes filles. Et ce premier débat parlementaire a permis un certain nombre d'amendements d'être adoptés, un certain nombre d'articles de la loi d'être amendés, et entre autres concernant l'instruction à domicile qui a concentré beaucoup de ces débats. Le 12 mai 2021, donc ensuite ça passe au Sénat. Le Sénat propose, lui, à nouveau un certain nombre d'amendements qui vont renforcer certains articles. Une commission mixte paritaire se réunit le 12 mai 2021, mais échoue à trouver un accord. Le 1er juillet 2021, le Parlement vote une nouvelle mouture de la loi. Le 20 juillet 2021, le Sénat rejette cette nouvelle mouture et on termine, presque, le 23 juillet par le vote à l'Assemblée nationale de la version définitive de la loi. Le dernier élément qu'il convient de préciser, c'est l'avis le 13 août 2021 du Conseil constitutionnel qui a été saisi par un certain nombre de députés et qui a rendu une décision de non-conformité partielle assortie de 2 réserves. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que il suspend l'une des mesures pour non-conformité et qu'il a des réserves sur 2 autres des mesures. Lesquelles s'agit-il? Il s'agit d'une des mesures qui nous concerne peut-être le plus dans le secteur sanitaire, social et médico-social, sur les associations et sur le pouvoir de suspension d'une association. Et c'est cette mesure-là qui est considérée comme non conforme et plus particulièrement, je cite l'avis des sages du Conseil constitutionnel, les sages censurent le pouvoir de suspension d'une association faisant l'objet d'une procédure de dissolution, considérant que cela porte une atteinte non nécessaire, inadaptée et disproportionnée à la liberté d'association, en ce que ce pouvoir permet de suspendre les activités d'une association alors qu'il n'est pas encore établi qu'elle trouble gravement l'ordre public. C'est cette dimension-là de suspension avant décision d'un juge qui est suspendue. L'autre suspension est le refus ou le retrait d'un titre de séjour s'il est établi que l'étranger a manifesté un, je cite, rejet des principes de la République. Cette mesure-là est également censurée car considérée par les sages comme insuffisamment précise. Voilà les 2 mesures suspendues. Le reste est accepté par le Conseil constitutionnel avec des réserves, c'est-à-dire des demandes par décret dans les décrets à venir de précision sur un certain nombre de mesures. Voilà, le 24 la loi est promulguée. Qu'y a-t-il dans cette loi? Je vais vous proposer de reprendre les 5 axes présentés par le président au Murau. La loi est extrêmement dense, elle fait plus de 70 pages. Je vais donc vous passer un certain nombre de mesures pour me concentrer sur les plus pertinentes, me semble-t-il. On pourra revenir sur certaines d'entre elles, bien sûr, peut-être en ai-je oublié certaines. Donc, premier axe, la question de la neutralité des services publics et la protection et le contrôle des fonctionnaires.
Premier élément, cette loi, on va ajouter à cette loi, après le meurtre de Samuel Paty le 16 octobre 2020, on va enrichir cette loi de dispositions permettant de condamner la révélation d'informations à caractère privé ou professionnel, et plus spécifiquement pour la fonction d'enseignant. C'est un des aspects qui a été ajouté au projet de loi initial. Pour renforcer la laïcité et la neutralité, le texte énonce, comme les juges l'ont déjà reconnu, que les principes de neutralité s'appliquent aux salariés de structures privées titulaires de contrats de marché public et qui ont une mission de service public. Donc c'est ici assez technique, il s'agit, comme dit, d'un élément qui avait déjà fait jurisprudence, mais qui n'était pas encore inclus dans la loi. Autrement dit, les salariés de la SNCF, de la RATP, d'Aéroports de Paris, etc., donc l'ensemble de la CAF, l'ensemble des salariés de structures privées ayant une délégation de service public, cette fois-ci, c'est écrit dans la loi, sont soumis au principe de neutralité. Ça ne change pas grand-chose dans la mesure où cela avait déjà fait l'objet, comme je vous l'ai dit, d'une jurisprudence, mais ça passe à un niveau juridique au-dessus, si vous voulez. Autre aspect, un référent laïcité est mis en place dans chacune des administrations et une journée de la laïcité est instaurée le 9 décembre. Voilà deux autres éléments présents dans cette loi. Autre élément, et cette fois-ci, on est vraiment dans la continuité du discours du président, le contrôle des actes des collectivités locales qui porteraient gravement atteinte à la laïcité ou à la neutralité dans un service public, cantine, équipements sportifs, etc., est revu. Le préfet pourra déférer un acte pris par une de ces collectivités et en demander la suspension au juge administratif qui aura 48 heures pour décider. Voilà, une des réformes. Dans cette continuité-là, un nouveau délit vient protéger les élus et agents publics contre les menaces ou violences pour obtenir une exemption ou une application différenciée des règles du service public. Les agents pourront par ailleurs signaler via le dispositif d'alerte existant les menaces ou atteintes à l'intégrité physique dont ils sont victimes. On est là à nouveau dans la continuité des réactions au meurtre de Samuel Paty. Voilà dans les grandes lignes ce qu'on peut dire sur ce premier axe. C'est un axe sur le, voilà, on reviendra dessus, mais qui confirme plus qu'il n'innove des éléments déjà présents dans le droit. Lors de son discours, de ce fameux contrat d'engagement républicain. Ce contrat d'engagement républicain doit être signé préalablement à toute demande de fonds publics. Il concerne l'ensemble des associations de notre pays et aussi les fédérations sportives dans le viseur depuis un certain temps du gouvernement. Le non-respect de ces engagements permet à l'institution pourvoyeuse de demander le remboursement de celle-ci. Le Conseil constitutionnel a néanmoins rappelé que cette demande de remboursement, enfin pas rappelé, il a contré une des mesures qui était prévue au départ. Cette demande de remboursement ne pourra pas être rétroactive, c'est-à-dire concerner des fonds obtenus avant signature du contrat d'engagement républicain. À ce jour, et à ma connaissance, il n'y a pas de contrat type
diffusée par l'État. Peut-être que ça a changé ces derniers jours, mais à ce jour, j'en ai pas trouvé. Le ministère a toutefois publié un document cadre que vous pouvez trouver facilement sur le net, précisant les différents engagements qu'il s'agit d'honorer pour les associations. Le premier engagement, le respect de la liberté de conscience et l'abstention du prosélytisme. Le deuxième engagement, la liberté d'association des membres. Liberté de pouvoir se retirer de l'association et liberté de ne pas en être arbitrairement exclu. Troisième engagement, égalité et non-discrimination, égalité devant la loi, égalité des femmes et des hommes au sein de l'association, absence de toute différence de traitement injustifié. Quatrième engagement, fraternité et prévention de la haine et de la violence, ne pas cautionner ou provoquer la haine, rejeter toute forme de racisme et d'antisémitisme. Cinquième engagement, respect de la dignité de la personne humaine, ne pas entreprendre ni soutenir ou cautionner aucune action de nature à porter atteinte à la dignité de la personne humaine, ne pas exploiter la vulnérabilité psychologique, protéger la santé et l'intégrité physique. Sixième engagement, respect de la légalité et de l'ordre public, ne pas causer de troubles à l'ordre public, ne pas revendiquer sa propre soustraction aux lois de la République, ne pas recourir aux actions violentes. Dernier engagement, peut-être le plus problématique, nous y reviendrons, respect des symboles fondamentaux de la République, respecter l'emblème national, l'hymne national et la devise de la République. Bon. Voilà pour ce qu'on peut dire, à mon avis, à l'heure actuelle sur le contrat d'engagement républicain. On a une liste de choses qui paraissent relativement évidentes et qui sont et qui sont déjà extrêmement encadrées par la loi et qui va s'imposer à l'ensemble des associations dès aujourd'hui. Deuxième élément concernant les associations, l'extension des motifs de dissolution. Les associations pourront se voir imputer des agissements commis par leurs membres, agissant en cette qualité. C'est là un élément important qui n'était pas présent au départ, ou des agissements directement liés à l'activité de l'association. C'est ici que le Conseil constitutionnel a retoqué donc la suspension d'une association avant la décision d'un juge. Cependant, ce nouveau motif de dissolution s'ajoute à l'ancien, dans le cas où un membre agissant en cette qualité appelle à la haine, à la discrimination ou à la violence. Troisième axe, donc l'école. La loi rappelle le rôle fédérateur de l'école publique et souhaite limiter le recours à l'instruction en famille en passant, et c'est là la grande réforme, d'un régime de déclaration à un régime d'autorisation de la part des académies. La simple déclaration ne suffit pas, il faut attendre l'autorisation. De même, les situations dans lesquelles l'instruction en famille peut être acceptée sont restreintes. Néanmoins, par rapport au projet initial du président de limiter à l'état de santé de l'enfant, les nombreuses critiques face à ce projet ont amené à augmenter le nombre de cas où le recours à l'instruction en famille est possible. Premier cas, l'état de santé de l'enfant. Deuxième cas, la pratique d'activités sportives ou artistiques intensives. Troisième cas, l'itinérance de la famille en France ou l'éloignement géographique de tout établissement scolaire public. Et quatrième cas, et c'est là où l'ouverture et la marge de manœuvre est plus grande, je cite, l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant à assurer l'instruction en famille dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant, qui est ici le mot-clé, qui est le même que dans la protection de l'enfance.
Dans ce cas, la demande d'autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l'engagement d'assurer cette instruction majoritairement en langue française, ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l'instruction en famille. On a donc là, par rapport au droit existant, au droit précédent, une réforme importante. On a aussi la restriction de la possibilité d'acceptation de l'instruction en famille pour les personnes condamnées pour terrorisme. Deuxième aspect de cet axe sur l'école, un contrôle renforcé sur les établissements d'enseignement privé hors contrat. Auparavant, le contrôle de l'État se limitait au titre exigé des directeurs et des enseignants, à l'obligation scolaire, à l'instruction obligatoire, au respect de l'ordre public et à la prévention sanitaire et sociale. Désormais, l'État contrôle également les personnels, tous les personnels, y compris leur nationalité. Les établissements d'enseignement privé hors contrat doivent ainsi communiquer au rectorat, je cite, le nom des personnels ainsi que les pièces attestant leur identité, leur âge, leur nationalité et pour les enseignants, leur titre. Un contrôle est également opéré sur le financement de ces écoles privées hors contrat. À la demande du rectorat ou du préfet, les écoles devront fournir les documents budgétaires, comptables et financiers qui précisent l'origine, le montant et la nature des ressources des établissements. On a là donc un resserrement très fort du contrôle des écoles privées hors contrat. Quatrième axe, l'islam de France. Cet axe-là est au final dans la continuité de l'axe précédent sur les associations, dans la mesure où elle concerne les associations à caractère cultuel. Cet axe s'inscrit toutefois dans un discours différent puisqu'il s'agit certainement de la mesure principale de lutte contre l'islamisme et le séparatisme. De manière générale, le législateur renforce le contrôle des associations cultuelles. Il cherche à encourager les nombreuses associations confessionnelles qui, pour des soucis de facilité, ont choisi une forme juridique de loi 1901, à passer en régime 1905. Grosso modo, c'est extrêmement technique comme partie, mais il s'agit de mieux contrôler les flux financiers, principalement étrangers, de ces associations, par un régime de certification des comptes et d'un régime déclaratif de revenus venant de l'étranger. Il s'agit donc d'un contrôle renforcé et d'une mesure complexe et relativement chère à mettre en œuvre pour ces associations. Certifier les comptes, ça veut dire faire appel à un cabinet comptable, à un expert comptable, à un commissaire aux comptes, ce qui coûte relativement cher et qui a pour objectif donc d'inciter ces associations de loi 1901 à passer en loi 1905 pour s'éviter ces désagréments. L'autorité préfectorale peut s'opposer à la création d'une association de loi 1905 lorsque, je cite, les agissements de l'association bénéficiaire ou de l'un de ses dirigeants ou administrateurs établissent l'existence d'une menace réelle, actuelle et suffisamment grave, affectant un intérêt fondamental de la société. De la même manière, un délit est créé pour les ministres du culte se rendant coupables de, je cite, « Si un discours prononcé ou un écrit affiché ou distribué publiquement dans les lieux où s'exerce le culte contient une provocation à résister à l'exécution des lois ou aux actes légaux de l'autorité publique, ou s'il tend à soulever ou à armer une partie des citoyens contre les autres, le ministre du culte peut être puni. » Voilà, c'est les aspects les plus fondamentaux, me semble-t-il, des éléments posés par cette loi. Nous en arrivons au cinquième axe, le retour de la République dans les quartiers, qui est le grand absent du projet de loi.
l'argument du gouvernement sur cette absence est que les réformes sont déjà opérées sur ce secteur-là et que ça ne justifie pas de décision spécifique dans le cadre de ce projet de loi. Enfin, certains éléments ne rentrent pas spécifiquement dans aucun des 5 axes et je les ajoute ici. Premier élément, la lutte contre les droits étrangers d'héritage contraires au droit français, avec la mise en place d'une possibilité d'un prélèvement compensatoire. C'est très spécifique, hein, ça vous intéresse, on pourra y revenir. La lutte contre la polygamie pour l'obtention d'un droit de séjour, c'est-à-dire qu'en cas de polygamie, l'obtention d'un droit de séjour peut être refusée. Pareil pour l'apologie du terrorisme. Dans le droit précédent, le droit de séjour pouvait être refusé en cas de terrorisme, de condamnation pour terrorisme, association de malfaiteurs en vue d'une entreprise terroriste. On rajoute dans le droit la même chose, mais pour apologie du terrorisme. On a la lutte contre les certificats de virginité avec l'article, avec un nouvel article du Code de la santé. Un professionnel de santé ne peut établir de certificat aux fins d'attester la virginité d'une personne. Point. La lutte contre les mariages forcés, avec une mesure, la mesure suivante, l'officier de l'état civil demande à s'entretenir individuellement avec chacun des futurs époux lorsqu'il a des raisons de craindre, au vu des pièces fournies par ceux-ci, des éléments recueillis au cours de leur audition commune ou des éléments circonstanciés extérieurs reçus, dès lors qu'ils ne sont pas anonymes, que le mariage envisagé soit susceptible d'être annulé au titre des articles 146-180. Bref, lutte contre les mariages forcés, renforcement plutôt, il faudrait dire, de la lutte contre les mariages forcés. Voilà. Bon, j'espère que je vous ai pas perdu. C'est compliqué les webinaires, hein, on ne sait pas exactement où en sont chacun et chacune. J'ai été assez vite, je me rends pas compte. Voilà, je sais pas, vous me direz hein, pendant les discussions. Pour moi, c'est les éléments essentiels de cette loi. Quelques éléments d'analyse à présent. Et je m'arrêterai là-dessus. Il y a en filigrane, je crois, de cette loi, 2 choses. La première chose, c'est la difficulté de définir et de circonscrire le phénomène de communautarisme et de séparatisme. De quoi on parle? Ce sont des phénomènes extrêmement compliqués à circonscrire en tant que sociologue, on le sait, il y a plusieurs articles là-dessus, et on sent qu'effectivement le gouvernement en a pris conscience au fur et à mesure du travail sur ce projet de loi, hein, au départ communautarisme, puis séparatisme, et in fine confortant les valeurs de la République. On sent que c'est compliqué de nommer et de circonscrire ce à quoi on s'attaque. Malgré tout, on a en filigrane un sentiment d'un danger pour les valeurs de la République posé par l'islam politique. Ce qui amène donc cette loi qui revient finalement à introduire à l'arsenal antiterroriste un 3e niveau. Encore plus en amont de la radicalisation. Hein. Donc on a depuis 1986 un arsenal juridique pour la lutte antiterroriste, à laquelle s'est ajoutée en 2014 la lutte et la prévention de la radicalisation. Et enfin, en 2021, avec cette loi, on a un nouvel étage, pour ainsi dire, de la prévention du terrorisme, qu'est la lutte contre le séparatisme. Qu'est-ce que ça nous raconte? Qu'est-ce qu'on peut en dire en termes d'analyse?
premier élément qui m'apparaît à la lecture de cette loi, c'est qu'on a une grande peine à saisir le fil rouge de cette loi, tant elle touche à tout. On comprend l'objectif du législateur qui est de lutter contre l'islamisme, mais qui trop embrasse mal étreint, et au final, de l'objectif initial de lutte contre l'islamisme, la loi touche bien plus largement l'ensemble des associations, l'ensemble des cultes, l'ensemble des familles scolarisant leurs enfants à domicile ou dans une école hors contrat. Alors certes, ça permet d'éviter le reproche de stigmatisation de l'islam, mais nuit fortement à la lisibilité et peut-être, nous le verrons dans la suite, à l'efficacité de l'action publique. L'autre aspect frappant est que d'un discours relativement équilibré du président de la République, on arrive à une loi se focalisant exclusivement sur le contrôle social, interrogeant, comme le dit Jean Bobéro, dans Le Monde, la plupart des mesures remettent en cause des libertés fondamentales en démocratie et risquent d'être largement contre-productives. À titre personnel, je partage cette analyse. Si certains aspects de la loi ne laissent que peu de doutes sur leur utilité, comme le contrôle des flux financiers étrangers, bon, et encore, la Fédération protestante, par exemple, s'est plainte de l'effet de cette mesure, beaucoup d'autres interrogent le périmètre très vaste qu'elle touche. Un dernier aspect sur lequel je tiens à insister est celui du risque d'arbitraire. Même si la majorité des mesures nécessitent une décision de justice, il n'en reste pas moins que un grand nombre de ces mesures sont prises à l'initiative des administrations et des collectivités. Et qu'elles cherchent à lutter contre un phénomène que l'on a justement du mal à décrire et à circonscrire. Punir une association parce qu'un des membres a prononcé un discours anti-républicain reste largement soumise à interprétation. C'est d'ailleurs ce que le Conseil constitutionnel a rappelé. Le Haut Conseil à la vie associative l'a lui aussi rappelé dans son avis sur le projet de loi. Le HCVA, donc Haut Conseil à la vie associative, affirme, je cite, que les mesures concernant les associations proposées dans ce projet de loi sont pour la plupart superfétatoires, les pouvoirs publics disposant déjà de tous les leviers juridiques nécessaires au contrôle, à la sanction et à la dissolution. C'est peut-être le dernier aspect. De nombreuses mesures n'apportent finalement, dans cette énorme loi, que peu de nouveautés par rapport aux droits existants. Et ça pose question. Malgré tout, pour terminer sur un aspect positif, la trajectoire de cette loi et les débats le débat que cette loi a provoqué témoigne aussi, j'ai trouvé, du bon fonctionnement de notre démocratie. Certes, de nombreuses mesures ayant été amendées, voire ôtées, et c'est, je crois, un signe, malgré tout, il faut le rappeler, de bonne santé de notre démocratie. Voilà. Comme je l'ai dit au début, je ne suis pas juriste, il s'agit vraiment d'une vision d'un sociologue qui s'intéresse à ces questions. Je vais essayer à présent de répondre au mieux à vos questions ou en tout cas à vos remarques. J'espère que vous avez, vous y voyez un peu plus clair dans cette loi très touffue. Et je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Merci beaucoup, Bruno. Il y a une première question qui est apparue dans le chat relative à la charte, au contrat d'engagement républicain qui est prévu pour les associations et ce décret en Conseil d'État qui devrait être pris pour en préciser l'application. Est-ce qu'on sait à quelle échéance le Conseil d'État va se prononcer? Moi, je ne l'ai pas entendu, mais…
Moi non plus. Et encore une fois, le document qui était sur la droite, on le trouve très facilement en ligne, hein. Il s'appelle, je crois, document cadre alors attendez, je ne sais plus comment, mais je l'ai trouvé très facilement en cherchant ce fameux contrat d'engagement. C'est à ma connaissance le seul document qu'on trouve qui encadre ce contrat d'engagement républicain. Et je n'ai pas d'idée de la date de quand le Conseil d'État quand un décret sortira. Bonjour, oui, bonjour, je suis psychiatre André Boer. Je voulais vous poser une question vous êtes passé un peu vite sur la question de la neutralité des services publics. Vous aviez donné un exemple qui était celui des piscines. Qu'est-ce que signifie finalement ce terme neutralité? Est-ce que, par exemple, une piscine ne peut pas réserver des horaires à des enfants handicapés, à des femmes musulmanes qui le souhaitent, ou une bibliothèque faire un débat sur le judaïsme? Voilà, c'est des questions que je me posais. Eh ben, c'est une excellente question qui nous amène à parler de laïcité et qui va ouvrir un débat. Alors. Donc, la neutralité ne concerne que les fonctionnaires, donc pas que les fonctionnaires, ceux qui travaillent pour un service public et ne concerne pas le public qu'il reçoit. Ce que cette loi ajoute c'est une nouvelle modalité de saisine pour contrôler les collectivités territoriales. Au final, ça ne dit rien sur ce qu'est la neutralité. Voilà, donc ça c'est évidemment le gros problème. La seule chose que fait ce projet de loi, c'est de rajouter la possibilité pour les administrations de l'État de saisir un juge administratif dans le cas où il a le sentiment que le devoir de neutralité des services publics et le devoir d'égalité de traitement entre tous les citoyens est remis en cause par une collectivité territoriale. Ça, c'est juste pour circonscrire la chose. On a toute une série de jurisprudences parfois contradictoires qui viennent dire quelque chose de ce qu'est cette neutralité. Sur les créneaux réservés dans les piscines, dans mon interprétation, mais là je pense qu'il y a des gens peut-être qui sont mieux renseignés que moi, ça dépend de la raison et du motif de cette réservation de créneaux. Pour qu'il y ait égalité de traitement dans le discours du président, il ne faudrait pas que ces créneaux soient réservés au nom d'une religion, c'est-à-dire au nom de principes que cette religion ferait peser sur le corps des femmes et qui n'a pas à se retrouver dans un service public pour l'exprimer un peu différemment. Rien n'empêche d'avoir des créneaux réservés pour des enfants handicapés. Voilà comment je vous répondrai. De mémoire, cette question de l'accès aux piscines et justement pour des femmes musulmanes qui ne voudraient pas porter un maillot de bain classique, et notamment, je crois que ça rejoint l'affaire du burkini. C'est l'exemple type qui a été donné pour argumenter cette disposition de la loi. Et ça rejoint une question qui est posée dans le chat, Bruno, que je veux bien que tu lises toi-même pour que ça m'évite de la reformuler. Tout le monde peut la lire.
moi, de ce que j'avais compris par rapport aux dispositions de la loi sur cette question des piscines, c'est effectivement une possibilité de contrôle par les préfets des collectivités qui accorderaient à des associations ou à du public directement des créneaux spécifiques pour ces femmes notamment. Et l'idée qui est sous-tendue, c'est que les préfets puissent demander aux juges d'annuler, d'interdire aux collectivités ce système, entre guillemets, d'accès préférentiel à certaines heures pour des personnes qui sont rassemblées pour un motif religieux. Donc l'obligation pèserait dans ce contexte-là autant sur la collectivité, avec l'argument de mémoire dans les débats parlementaires, l'argument qui était que peut-être la collectivité aurait subi la pression de l'association qui l'organise. Mais en fait, la disposition concerne autant la collectivité qui le permettrait, ou qui le permet, puisque certaines le permettent déjà, l'organisent déjà, que l'association qui serait éventuellement demandeuse et organisatrice de ces temps de natation, par exemple, ou de sport en général. Je pense que c'est l'ensemble de l'accès aux infrastructures sportives publiques qui est visé et qui ne doit pas être préférentiellement accordé à des groupes qui correspondent à des pratiques religieuses particulières. Alors, la question, c'est, moi j'ai entendu beaucoup dans les débats, Bruno, des communautés religieuses chrétiennes, catholiques, protestantes, peut-être même juives, réagir aussi à ces dispositions-là, pas forcément sur les piscines, mais autour des associations ou de la question de la scolarité. Finalement, c'est un peu ce que tu disais, je pense, en conclusion, c'est que toutes ces mesures ne touchent clairement pas que les communautés musulmanes, et les autres ont réagi aussi plutôt assez vivement, ce qui est plutôt sain du point de vue de l'équilibre de la loi, mais qui effectivement pose un vrai sujet de restriction des libertés en général. Oui, absolument. Alors après, pour réagir aux deux remarques qui sont dans le chat, y a-t-il un lien entre la charte des imams et la loi sur le séparatisme? Alors, il n'y a pas de lien conséquentiel immédiat, mais il y a un lien logique évident qui est celui d'une reprise en main, d'un contrôle plus fort de la puissance publique sur le religieux et particulièrement sur l'islam en France. Voilà, ça c'est le lien qu'on peut faire. La charte des imams n'est pas présente dans la loi séparatisme. La question de Monsieur Testa, une collectivité territoriale qui met à disposition une salle communale pour une association considérée comme séparatiste est-elle concernée par le contrat d'engagement républicain, sachant qu'aucune subvention publique ne lui est accordée? Alors, Monsieur Testa, deux choses. Déjà, effectivement, accorder mettre à disposition une salle communale pour une association, même non séparatiste, mais cultuelle, est peut être considéré comme un financement caché et donc est illégal. Alors, et là, si vous rajoutez en plus une asso séparatiste, j'ai envie de vous dire, là, on est à un niveau d'illégalité. Voilà, donc non, déjà de base, une collectivité territoriale n'est pas censée mettre à disposition à une association à but confessionnel voilà, c'est considéré comme un avantage en nature, effectivement. Ceci étant dit, il est possible soit de faire payer, ne serait-ce que non, même pas pour un prix modique, il faut que ce soit aligné sur les autres, les tarifs habituels de cette salle pour les autres associations. Donc, si l'association cultuelle paye, ce n'est plus un financement public et donc c'est possible. Et
Et je préconise à toute collectivité territoriale de ne pas mettre à disposition de salles d'associations dites séparatistes. C'est un conseil assez facile de ma part, vu la situation actuelle. Et merci à Madame Lutz pour le lien. C'est effectivement là que j'ai trouvé le projet de contrat d'engagement républicain. Oui, Christine. Oui, je suis référente de parcours sur la prévention de la radicalisation dans la Marne. Donc, moi, je me préoccupe énormément du problème de la médecine prophétique actuellement. Ça pullule, on a énormément de personnes qui s'installent parce qu'il suffit d'une formation de 2 jours auprès d'une autre personne, formation payante évidemment, pour se sentir l'âme d'un soignant, d'un praticien et pratiquer la médecine prophétique. Et donc actuellement, c'est en train de se répandre à une allure pas possible. Dans notre région, il y en a beaucoup. Et donc, c'est effectivement en rupture totale avec les principes de laïcité, puisque ça introduit du fait religieux dans le soin, ça introduit de la superstition, et surtout, c'est une pratique illégale de la médecine. Donc, voilà, je tiens à signaler ça. Il y a énormément de praticiens et je crois qu'il faut qu'on soit tous vigilants parce que ça peut faire des dégâts. Ok, merci beaucoup. Donc, je ne sais pas si vous êtes concerné, vous avez entendu parler dans votre département. Alors, moi, c'est quelque chose sur lequel j'ai jamais été sollicité. Je sais pas du côté de Virage qui est plus en lien avec le monde médical, si vous en avez entendu parler. Il y a eu oui, il y a eu effectivement quelques débats sur les pratiques de certains médecins, comme il y en a dans d'autres champs, actuellement par exemple autour de la vaccination. Mais je ne sais pas précisément, non. Et puis Guillaume Corduan, le docteur psychiatre coordinateur du réseau Virage, ne peut pas être avec nous cet après-midi, mais on pourra peut-être réexplorer ce sujet dans un webinaire futur. Moi, j'ai beaucoup exploré le sujet. J'ai beaucoup alerté, que ce soit les conseils de l'ordre des médecins, des infirmiers, des kinés, parce que beaucoup de kinés ou d'ostéopathes, ou se revendiquant plus ou moins master kiné, se lancent dans la médecine prophétique. J'ai alerté aussi, évidemment, les services de la préfecture. Et ça se développe vraiment avec une ampleur très inquiétante. Donc, je voulais vous alerter, vous le signaler. Si vous entendez parler de praticiens, n'hésitez pas à faire remonter les informations, parce qu'en plus, ils s'infiltrent auprès énormément des sportifs, en leur faisant croire aussi que grâce à la médecine prophétique, on va pouvoir à la fois améliorer les performances et la récupération après l'effort, les victoires, etc. Et je pense qu'on a plus ou moins compris, mais c'est bien que tout le monde soit éventuellement rendu attentif à ces questions et on pourra éventuellement y revenir. Oui, c'était plus des questions et puis des réactions aussi à l'exposé très clair de Bruno, effectivement, et synthétique sur cette loi. Peut-être juste réagir. Donc moi, je suis Gaëlle Donard, je travaille à l'ORIV, donc l'Observatoire régional de l'intégration et de la ville Grand Est. Je voulais juste réagir peut-être sur ce que disait aussi Delphine, c'est-à-dire que tu mettais dans ton PowerPoint, notamment sur les enjeux de financement, que tu le reliais en fait à l'axe 4 Islam de France. Et il me semble qu'effectivement, ça induit une petite ambiguïté dans le sens où ce sont toutes les associations cultuelles qui sont en fait concernées et que du coup effectivement il y a eu des réactions j'ai envie de dire de toutes les associations, de tous les cultes en fait sur certaines des mesures comme tu le rappelais très justement Delphine. Du coup c'était juste une petite une petite réaction en fait au PowerPoint, à la manière dont il était écrit, parce qu'on ne peut pas effectivement, même si on entend bien et même si derrière cette loi il y a effectivement la question toujours sous-jacente et prégnante des enjeux liés à l'islam, néanmoins c'est comment dire, une loi ne peut pas viser l'islam
de manière spécifique, comme tu le disais Bruno, mais du coup c'est bien toutes les associations cultuelles et pendant les débats parlementaires, elles ont d'ailleurs toutes réagi à certaines des dispositions. Voilà, c'était juste une petite précision. Dire aussi que, comme tu le disais très justement, je pense que derrière cette loi, il y a quand même beaucoup le préfet, les services déconcentrés de l'État, notamment par l'intermédiaire du préfet, comme tu le rappelais, par rapport aux enjeux de pouvoir signaler, par exemple, des actes des collectivités territoriales, etc. On a l'impression quand même qu'il y a une reprise en main, en tout cas, de ces principes-là par l'État. Voilà, effectivement, peut-être sous un joug plutôt de contrôle. J'étais un peu moins optimiste que toi sur le fait que la loi était une bonne, traduisait une bonne santé de notre démocratie. Je trouve que c'est une loi qui a été prise au pas de charge sur des sujets très importants, très graves, et qui peut-être n'ont pas permis d'instaurer un débat public de qualité sur tous ces enjeux. Voilà, je pense qu'elle a été quand même prise assez rapidement et du coup quand même sous une procédure d'urgence, etc. Donc je serais un tout petit peu plus réservée, même si effectivement le fait d'avoir mis toutes ces questions-là en débat est important, mais je pense qu'elle a été quand même prise assez rapidement. Et dernière remarque, puisque je travaille à l'ORIV, et c'est vrai qu'on voit bien que dès lors qu'on aborde des lois qui touchent à ces enjeux de communautarisme, de séparatisme, etc., ne sont pas loin, j'ai envie de dire, la stigmatisation des personnes étrangères. Voilà. Et c'est vrai que ce que tu disais sur les éléments finalement autour du droit des étrangers, du certificat de virginité, etc., sont aussi des éléments qui, sont aussi quand même des éléments qui viennent quelque part aussi stigmatiser et quelque part mettre des liens qu'on ne voudrait pas forcément mettre autour des enjeux d'immigration et d'intégration. Et c'est ces choses-là auxquelles je pense qu'il faut être aussi très vigilant. Avec souvent ces lois qui touchent à ces sujets-là. Merci pour tes commentaires. Je suis complètement d'accord avec tout. On est sur une loi vraiment de contrôle et de défiance et de reprise en main de l'État central et décentralisé au niveau local. Pour le gouvernement, le jeu en vaut la chandelle. Moi, j'interroge vraiment l'efficacité de ça et le signal qui est envoyé. Voilà, ça c'est le premier point. Sur ce que tu as dit sur les associations culturelles qui sont toutes concernées, bien évidemment, hein, l'axe 4, je l'ai appelé comme ça parce que c'était dans le discours d'Emmanuel Macron. Ces 4 axes, Islam de France, c'était le nom de son axe. Et donc, on voit évidemment là la difficulté posée par cette loi qui, en cherchant à contrer l'islamisme, va venir rendre plus difficile le travail de nombreuses associations, les activités de nombreuses associations culturelles, etc., etc., etc. Sur l'aspect de la bonne santé de notre démocratie, je cherchais pour conclure un truc positif à dire. Voilà. C'est vrai que malgré tout, je me suis tapé un peu les débats et j'ai trouvé ça chouette de voir la vivacité et la qualité aussi de certains débats. Après, je suis quand même globalement d'accord avec toi. Il y avait André nous demandait, pouvez-vous rappeler la différence entre l'association de 1901 et 1905? Alors, on a un certain nombre de différences sur les modalités de création. Plus compliqué de créer une association de loi 1905, et ça vient du contexte historique d'instauration de cette loi, hein, puisqu'il s'agissait d'éviter que n'importe qui puisse réclamer de catholiques. Hein, si demain, moi, je veux ouvrir une association de 1905 catholique, je peux pas. Voilà, donc c'est un peu plus compliqué.
Mais c'est surtout dans les avantages que ça permet en matière fiscale et en matière de donation que les associations de loi 1905 sont privilégiées. En matière de possibilité d'obtenir d'une collectivité un bail emphytéotique. Donc, pour 1 euro symbolique, pendant 100 ans, je peux occuper un terrain. Hein, c'est ce qui a été fait pour la Grande Mosquée de Strasbourg, par exemple. On a des exonérations de taxes foncières, de taxes d'habitation. Voilà. Donc, c'est un régime beaucoup plus privilégié en matière fiscale, de réduction d'impôts en cas de don. Etc. C'est ça. Donc c'est effectivement pour une association assez avantageux de passer en loi 1905, mais il faut passer par l'entonnoir de la préfecture. Une réflexion qui me venait à l'écoute du commentaire de Gaël de Lorive, c'est qu'effectivement il y a un débat possible par rapport à la façon dont on fait vivre cette loi par rapport aux personnes étrangères ou d'origine étrangère. Il me semble aussi, mais je te soumets la question en même temps, Bruno, qu'il y a un enjeu féministe. Les questions dans les débats, justement, on reparlait des piscines tout à l'heure, il y a eu beaucoup de questions aussi autour du port du voile et de son éventuelle interdiction dans l'espace public. J'avais moins fait attention, mais tu le citais à la fin, au sujet lié à la polygamie, à l'excision, etc., que traverse cette loi. Est-ce que tu as pu croiser dans la lecture des débats, par exemple, les réactions des associations féministes sur ces sujets? Alors non. Par contre, ce qui est évident, c'est que ça s'inscrit dans la continuité de nombreuses prises de position autour de la laïcité à partir d'un axe de promotion de l'égalité femmes-hommes. Ça vient s'inscrire et dans cette logique-là et dans cette continuité. La seule chose peut-être qu'on peut interroger, c'est-à-dire voilà, ça me semble pas être les parties de la loi les plus controversées, mais la seule chose qu'on peut regretter, c'est ce sentiment de fourre-tout. C'est-à-dire que sur une loi qui au départ était censée prévenir, contrer, lutter contre le séparatisme, on se retrouve avec des éléments de droit des étrangers, des éléments de droit associatif, des éléments et on peine à trouver vraiment le fil rouge. Voilà, donc c'est peut-être ce que je répondrais. Moi, on est vraiment dans la continuité de cette laïcité, arme de guerre pour lutter contre le patriarcat ou en tout cas pour lutter pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Il y a Gabin Boiston, bonjour, qui nous demande si les établissements sociaux et médico-sociaux sous dotation publique sont soumis à l'axe de neutralité. La réponse est non. Attention, il faut bien distinguer une mission de service public, une délégation de mission de service public et des missions d'intérêt public. Là, on tombe dans des éléments extrêmement complexes mais qui changent tout. C'est pour ça que j'ai rappelé que les institutions privées concernées par cette neutralité, qu'il était déjà avant la loi, hein, pour rappel, hein, la jurisprudence existait déjà, c'est une jurisprudence CAF qui a, je ne sais plus la date, hein, mais qui date des années 2000. C'est seulement ces structures privées très particulières, comme une partie de la SNCF, une partie d'Orange, je crois, la CAF, etc., qui ont vraiment une délégation de services publics ou qui s'inscrivent dans un marché public. Là encore, ça va être le cas pour certaines crèches, par exemple,
Ça concerne à peu près 15-20% des crèches. Et ça, voilà, ça ne concerne pas l'ensemble des établissements sociaux et médico-sociaux. Merci Gaël pour la précision dans le chat. Le droit privé reste le droit applicable pour les établissements sociaux et médico-sociaux. Et donc, la liberté de conscience des salariés ne peut être entravée que si cette limitation de la liberté est… Alors là, Gaël, je vais avoir besoin de toi, j'ai plus les termes sous les yeux. Grosso modo, si elle ne s'adresse pas à l'ensemble des salariés de la même manière et si elle est justifiée par la nature de la tâche et proportionnée au but recherché. Voilà ce qui règne comme principe dans le droit privé du travail. Merci. Voilà ce que je pouvais répondre à Gabin Boiston. Je vais réagir en complément, Bruno, mais c'est vrai que ça peut poser quand même des difficultés aux établissements sociaux et médico-sociaux parce que du coup, vous pouvez avoir dans un même établissement, en fait, certains services qui vont être sous un régime d'association de droit privé, donc qui seront soumis effectivement au droit privé, et les salariés ne seront pas soumis au principe de neutralité qui ne s'adresse évidemment qu'aux fonctionnaires, mais tu peux avoir d'autres services qui seront des délégations de services publics, effectivement là dans le cadre du coup d'une délégation de services publics où vous avez répondu à un appel pour une délégation de services publics, et dans ce cas-là, du coup, les salariés sont soumis désormais maintenant à l'obligation de neutralité. Donc, ça peut quand même poser des problématiques pour certains établissements sociaux et médico-sociaux. Je pense notamment à des centres socioculturels avec qui j'ai travaillé, qui ont effectivement des crèches, qui sont des délégations de services publics, et ils ont leur partie centre social et culturel qui sont sous l'association loi 1901 ou loi 1908 si on est en droit local. Donc voilà, donc ça peut effectivement créer ça crée en fait des espaces différents, en fait soumis effectivement à des législations différentes, et ça peut être relativement complexe. Oui, et puis ça pose aussi question sur la continuité du droit. Voilà, et sur le sens de cette neutralité, hein, c'est Madame Bauer qui nous appelait à clarifier là-dessus, et c'est un concept très français et extrêmement centré sur les signes extérieurs. On a d'autres pays où cette neutralité est tout aussi importante, mais où elle n'est pensée que dans les paroles. C'est-à-dire les signes extérieurs ne posent aucun problème, mais la neutralité est celle de la parole. Je ne dois pas témoigner de ma foi auprès des usagers. Par contre, je peux porter un voile sans aucun souci. Voilà, donc c'est cette centration du concept de neutralité en France sur les signes extérieurs est une spécificité qui personnellement m'interroge. Mais qui est un fait à laquelle on doit se plier par la loi telle qu'elle est aujourd'hui en France. Il y avait une question un petit peu plus haut dans le chat sur de Monsieur Testa sur la distinction qu'on peut faire entre l'association en elle-même et ses adhérents ou ses responsables. J'imagine que ça, c'est des choses qui vont être précisées au fil du temps dans les décrets d'application et dans la jurisprudence aussi, mais c'est vrai que le membre d'une association, sans forcément parler en son nom, ou justement en parlant en son nom, peut tenir des discours qui conviennent ou pas au principe de la République, et c'est quelque chose qui engagerait ou pas l'association concernée?
C'est là où la question de l'arbitraire va se poser, où ça va être délicat et où beaucoup d'associations ont râlé, de fédérations, etc. C'est-à-dire, alors déjà, c'est compliqué pour ceux qui travaillent dans des associations qui ont des conseils d'administration. C'est quand même relativement compliqué de contrôler complètement les membres de son conseil d'administration, et je ne sais même pas si c'est souhaitable. Voilà. Et donc la question c'est, est-ce que la prise de parole qui contreviendrait aux valeurs et aux lois de la République a-t-elle été faite au nom de l'association ou pas? Et c'est là où il va y avoir, je pense, dans les prochains temps, des interprétations complexes. C'est moins compliqué si c'est voilà, ça va être vraiment des situations compliquées à gérer. Voilà, je suis pas sûr que c'était une très bonne avec des liens forcément aussi sur les réseaux sociaux, puisque autant professionnellement parlant, quand on est fonctionnaire par exemple, je crois que beaucoup de gens ont pris l'habitude de faire attention à distinguer leur profil, par exemple, sur les réseaux sociaux, entre un profil personnel, un profil professionnel, et justement à distinguer les discours. Pour des membres associatifs, c'est vraiment pas une pratique. On ne dissocie pas, ces identités de ce côté-là. Voilà, et encore une fois, mais voilà, ce qui peut être reproché au final, c'est pas uniquement de critiquer les valeurs de c'est pas de critiquer les valeurs de la République, c'est d'appeler à la haine. C'est des choses qui étaient déjà encadrées dans le droit, qui étaient déjà condamnées dans le droit. Ce que ça ajoute, c'est le motif de dissolution de l'association. C'est-à-dire là où avant seule la personne était condamnée. Là, c'est l'association qui porte, enfin voilà, qui est censée porter cette parole, qui est condamnée. On est un peu dans la continuité de la dissolution du CCIF, etc., de certaines mosquées. Et c'est vrai que ce qui a été reproché, c'est que en fait le droit était déjà quand même assez strict là-dessus sur les motifs de dissolution. On n'est pas sûr que ça allège vraiment la possibilité. Enfin, voilà, la question se posera toujours et ça va juste créer plus de problèmes sur parlait-il vraiment au nom de l'association. Voilà. Indépendamment de la dissolution, donc de la décision entre guillemets radicale, si vous me permettez d'utiliser ce mot. Est-ce qu'il y a des mesures d'accompagnement qui sont prévues des associations ou des écoles hors contrat, par exemple, pour leur permettre, avant une décision un peu dure, d'examiner les possibilités dans lesquelles elles pourraient évoluer et se mettre plus en adéquation, on va dire, avec ce qu'on attend d'elle au titre des principes de la République? Une vraie question de travailleur social. Alors, le mot accompagnement n'est pas forcément le mot-clé de cette loi, hein, on va pas se mentir. Je crois que le mot, c'est celui de contrôle, le mot-clé. Donc non, évidemment, il n'est pas question d'accompagnement. On a eu sur Strasbourg, d'ailleurs, un certain nombre de dissolutions, hein, et qui se sont arrêtées là, par exemple, hein, pour prendre un exemple, et sur d'autres territoires. Je pense que ça va être laissé à l'appréciation de l'administration préfectorale, d'accompagner ou pas cette structure à se restructurer ou à trouver, dans le cas d'une école hors contrat, les bons instituteurs, les bons profs, ou etc. etc. Donc c'est donc non, c'est absolument pas prévu, et c'est évidemment quelque chose dont on peut s'affliger, parce que on sait que la simple dissolution ne change rien sur le terrain. Les professionnels qui sont
comment dire, qui ont l'habitude de travailler sur un territoire vont constater, alors soit que les personnes vont aller dans une autre école privée hors contrat, religieuse en l'occurrence, un peu plus loin, mais qu'elles vont pas réintégrer tout d'un coup, comme par magie, le giron de la République. Ça ne fait que déplacer le problème. Voilà, donc c'est vraiment dommage que l'aspect accompagnement soit pas mieux pensé. Voilà, ça pourrait faire peut-être l'objet d'une circulaire, mais j'y crois pas trop. C'est pas une question, c'est une réponse concernant les fermetures d'écoles. Au contraire, avant la fermeture, on invite les parents à aller s'inscrire ailleurs. Donc, il y a une école qui a été fermée le mois dernier à Bagnères de Bigorre. Ça n'avait rien à voir avec l'islamisme. Hein. C'était une école selon l'idéologie Steiner. Et donc, les enfants ont d'abord été scolarisés avant que l'école soit fermée. Donc oui, il y a un accompagnement, c'est pas une fermeture sèche. Je pense qu'il y a des pratiques. Alors, de toute façon, l'obligation scolaire demeure. Je me demande juste. Alors là, effectivement, j'insiste sur le fait que, en cas de fermeture d'école confessionnelle hors contrat, je pense qu'il est peu probable que les personnes soient rescolarisées dans le public, ce qui est l'objectif affiché de la loi, de remettre la République au cœur et d'éviter que trop de gens soient scolarisés à domicile, soit scolarisés dans des écoles hors contrat. Je pense que ça va pas être l'effet va pas. Je pense que ça va pas marcher. Je donc aller voir tous les articles dans la presse à propos de l'école de Bagnères de Bigorre. Ça s'est passé fin août, donc pour la rentrée, tous les enfants étaient scolarisés dans des écoles publiques. Donc je rappelle, pour les écoles confessionnelles. C'était une école confessionnelle. Steiner, c'est confessionnel. Steiner, c'est confessionnel. Non, c'est pas confessionnel, Steiner. C'est l'anthroposophie. Ouais, alors, c'est l'anthroposophie, Steiner. Oui, alors si vous voulez, mais j'ai pas trop envie d'aller dans ce débat-là. On pourrait parler anthroposophie si vous voulez. Il y a une vraie dimension ésotérique et religieuse, mais c'est pas ça que vont chercher les parents en mettant leurs enfants dans les écoles Steiner. Mais je pense pas que ce soit l'objet ici de se lancer dans un débat sur les écoles Steiner. Je pense vraiment à ces parents qui décident de mettre leurs enfants dans une école hors contrat islamique. Qui est ce que vise cette loi au départ. Je le rappelle encore une fois. Voilà. Et je ne suis pas sûr que cette loi permette effectivement de remettre les enfants qui étaient scolarisés dans ces écoles hors contrat confessionnelles musulmanes dans l'école de la République. Sur Bagnères de Luçon et sur l'école anthroposophique, j'en sais rien. Mais si les parents les mettent finalement dans l'école publique, c'est que c'est tout simplement pas le même public que les écoles musulmanes hors contrat. Mais du coup, pour prolonger, Bruno, par rapport à ça, est-ce qu'on a une idée de l'offre sous contrat, c'est-à-dire autorisée et donc même financée dans des écoles musulmanes comme on les a avec moult établissements scolaires sous contrat, catholiques, protestants, etc. Est-ce qu'on a réellement en France aujourd'hui une offre de cette nature? Je sais qu'il y en a quand même un petit peu sur Strasbourg, mais est-ce qu'au niveau national, on a un peu des données par rapport à ça? Et est-ce que c'est réellement quelque chose qui est accessible ou qui n'est accessible que hors contrat et avec du coup des difficultés diverses et variées? Alors, j'ai pas les chiffres en tête, je les ai j'ai jamais trop fouillé exactement là-dessus. Ce qui est sûr, c'est que ça se développe beaucoup, que pour le moment, ça ne couvre pas le besoin potentiel, et que voilà, c'est la seule chose que je peux dire. Sur Strasbourg, on en a une. Je ne sais pas si on en a plus. Peut-être, j'ai vu que Éric Poinceau était là. Je ne sais pas s'il a des réponses là-dessus. Sur Strasbourg, combien d'écoles privées sous contrat musulmanes?
Voilà, et c'est des choses qui seront évidemment amenées à se développer avec le temps. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. J'ai pas de chiffres. Gabin Boiston, je ne sais pas si je le dis correctement, posait la question des associations d'extrême droite qui auraient pesé ou pas dans le débat législatif. Il y a des choses qu'on aimerait, mais qui malheureusement ne sont pas le cas. Non, non. Alors, encore une fois, hein, vous avez entendu les discours, les différents discours, la question de la radicalité d'extrême droite n'a pas été évoquée, et la question des associations d'extrême droite non plus. Alors, il y a eu et il y a des dissolutions d'associations d'extrême droite, et une association d'extrême droite sera soumise à la même sauce, hein, sera mangée à la même sauce que n'importe quelle autre association. Donc là-dessus, il n'y a pas de... Mais non, ça n'a absolument pas été un sujet de débat, le débat étant l'islam politique et non l'extrême droite. Ce que dans le réseau Virage on déplore, hein, c'est-à-dire que de considérer les radicalités dans leur diversité nous semble extrêmement important. Mais là, effectivement, on est vraiment sur un projet de loi qui vise un type particulier de fondamentalisme, qui est celui de l'islam politique. Je confirme sur l'ADN, entre guillemets, du réseau Virage en lien avec l'ARS quand il a été question de créer le réseau Virage. Hein, il est toujours... question de nous engager dans l'ensemble du réseau des professionnels qui y concourent et de l'équipe opérationnelle au quotidien contre toutes les formes de radicalisation violente, qu'elles soient religieuses avec un S ou politique ou idéologique au sens très large. Avec cette nécessité aussi de penser le fait que c'est bien en agissant à chaque fois de façon proportionnée contre toutes ces formes qu'on évite d'en favoriser l'une ou l'autre. Christophe qui nous demande qu'en est-il de la formation des membres du culte de l'islam de France? Alors, là-dessus, on a des évolutions, mais je suis pas hyper bon là tout de suite pour répondre très clairement. Je sais qu'on a la chance, ou certains diront la malchance, mais admettons ici la chance en Alsace, par notre droit local, d'avoir pu, au sein des instituts de théologie de l'Université de Strasbourg, d'avoir des propositions de formation de cadres religieux musulmans, ce qui est assez original, voilà. Ce qui est assez original. Il y a de nombreux projets, comme l'a rappelé le président, ça fait partie de ces objectifs-là, d'avoir un vrai clergé musulman français. Le problème qu'on a, enfin le problème, c'est pas un problème, c'est aussi le principe de laïcité, c'est qu'effectivement l'État n'a normalement pas trop à s'en mêler. Et donc c'est le CFCM, hein, donc le Conseil français du culte musulman, qui doit organiser cette formation. Je vous laisse imaginer l'ensemble des problématiques qui se posent à lui. Il a un soutien politique très fort là-dessus, mais c'est un travail énorme. Pourquoi les associations sportives au sein de l'université qui proposent le sport gratuitement aux étudiants empêchent les femmes musulmanes de porter le hijab alors qu'au sein de l'université le voile est autorisé? C'est pas contradictoire comme dispositif voire discriminatoire? Alors oui, alors sur la question de Johanna, je ne sais pas. Ne connaissant pas la problématique, je ne sais pas. Je sais pas si c'est relié à un sport particulier. Je sais pas si c'est
si c'est relié à... voilà, je préfère pas m'exprimer là-dessus. Ce qui est certain, et ça a été rappelé, c'est que la question de la neutralité de l'université, la neutralité des étudiants à l'université ne se pose pas. Voilà. Et sur... ouais. J'imagine, faudrait qu'on le creuse, hein, c'est un sujet intéressant. Qu'il y a une dimension de choix peut-être des associations sportives en question, c'est-à-dire que l'association sportive des étudiants d'une fac n'est pas la fac. Donc peut-être que certaines de ces associations font un choix et d'autres un autre. Je lis en même temps les commentaires que vous nous indiquez sur la charte olympique. Il me semble quand même que certains sportifs, dans le cadre des Jeux olympiques, portent ce qu'ils veulent. Alors, et là, je vais peut-être juste m'arrêter là. C'est vraiment intéressant ça. Attention, au niveau international, ce qu'on entend par neutralité n'est pas la même chose que ce qu'on entend en France. Le concept de neutralité à la française, qui, je le rappelle, est donc focalisé sur les signes extérieurs, n'est pas forcément le même à l'échelle internationale. C'est-à-dire que si un sportif n'a pas à faire du prosélytisme, n'a pas à faire la promotion de sa religion, c'est ça qui va être considéré comme la neutralité à l'échelle internationale. La neutralité n'est pas forcément la même à l'échelle internationale qu'en France. Après, c'est une question à laquelle je ne me suis jamais trop intéressé, donc je préfère ne pas trop m'exprimer là-dessus. Cependant, il est évident que certains sportifs et particulièrement sportives portaient le voile lors des différents Jeux olympiques. Et même, je crois, dans le football, si je ne m'abuse aussi. En tout cas, ça va être un sujet, je pense, toujours plus actuel, puisqu'on essaye aussi de développer les possibilités de maintenir une activité sportive pour les jeunes filles. On sait qu'à l'adolescence, beaucoup de filles qui pratiquaient un sport pendant leur enfance l'arrêtent pour différentes raisons. Mais cette question de savoir si dans les associations sportives, dans les fédérations, on peut développer le sport féminin tout en permettant ou pas de pouvoir porter des signes distinctifs religieux, à mon avis, va être régulièrement revisitée, tout comme l'a été celle des accompagnatrices scolaires. Je vois une question. Alors non, on n'a pas du tout défini, Sophia, ce qu'est l'islamo-gauchisme. Je ne sais pas si tu as envie de t'y risquer, Bruno. En tout cas, je suis en même temps, puisqu'on va se diriger lentement vers la fin de notre après-midi, le fil du chat. Et je vous remercie de la proposition d'inviter Médéric Chapiteau, qui est reconnu effectivement dans un certain nombre d'instances comme spécialiste de la radicalisation dans le sport, mais me concernant pour ce qui est du réseau Virage et pour l'avoir entendu à plusieurs reprises, je ne l'inviterai pas parce que justement ce discours qu'il tient n'est à mon sens pas suffisamment ouvert par rapport à ce qu'on entend nous d'un point de vue féminin et individuel, dans des groupes aussi, dans nos actions. Et ça rejoint ce débat de savoir si
il y a encore des espaces possibles pour que des jeunes et des adultes pratiquent du sport tout en pouvant porter les vêtements de leur choix. Sur l'islamo-gauchisme, Bruno, est-ce qu'on a une définition comme on aurait celle de Farhad Khosrow-Khavar sur la radicalisation? Ouais. Sur l'islamo-gauchisme, on va dire, la version sociologique qui a émergé dans les années 2000, je crois, au départ de Pierre-André Taguieff, d'un certain nombre de sociologues qui décrivaient la façon dont certains élus de gauche vont accepter en échange de voix pour leur réélection des passe-droits à certaines associations musulmanes plus ou moins fondamentalistes. Et ce processus-là, qui s'est vérifié dans quelques mairies dans les années 90-2000, voilà, certains sociologues l'ont appelé l'islamo-gauchisme. Évidemment que ce concept a été repris médiatiquement par d'autres, et récemment, et entre autres par la ministre de la Recherche, Madame Vidal, et par d'autres ministres, et évidemment par Monsieur Zemmour, et évidemment, etc., et qu'il y a eu un emballement autour de ça pour discréditer principalement deux courants de disciplines de l'université, que sont les études postcoloniales et les études féministes intersectionnelles, sur lesquelles je pourrais revenir, mais je ne suis pas sûr que ce soit l'objet ici, avec l'argument que ces études n'ont rien de scientifique, mais proposent une vision idéologique protégeant l'islamisme. C'est un débat malheureux, fait de nombreuses incompréhensions sur ce que sont ces disciplines, et voilà. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas dans l'université des maladresses de la part de chercheurs qui mélangent peut-être militance et science. Dans l'énorme majorité des cas, les études dont il est question sont extrêmement solides et rappellent pour le postcolonialisme le lien entre la colonisation et la période actuelle, et pour les études intersectionnelles, le fait que les jeux de domination et de discrimination viennent se surajouter les unes aux autres, et que être une femme noire homosexuelle, c'est être au cœur de plusieurs dominations dont il convient d'étudier la façon dont elles se croisent. Voilà. Et dire ça n'a rien de militant ni d'anti-scientifique. Voilà. Après, que des militants s'emparent de ces études pour en faire ce que bon leur semble, ça, j'ai envie de dire, c'est une autre question. Mais voilà un peu pour reprendre le débat sur l'islamo-gauchisme qui est malheureux, qui a fait énormément de tort à de nombreux collègues universitaires obligés de se justifier sur leur pratique de la science, et qui a été de manière globale écarté par l'ensemble des universités. C'est ces critiques de la ministre et la demande de mettre en place un audit, etc., a été absolument refusée et par le CNRS et par les universités françaises. D'ailleurs, on n'en entend plus parler aujourd'hui, c'est pas pour rien. Merci beaucoup Bruno pour cet éclairage complémentaire. Merci aussi à Gaëlle pour le lien sur la pratique sportive à l'épreuve de la laïcité. Je pense qu'on pourra revenir peut-être sur ce sujet du sport et de la laïcité ou des sujets féministes et autres que croise notre problématique. On a fait déjà d'ailleurs un cycle
autour du féminin dans les radicalisations. Merci beaucoup à tous et toutes pour votre présence, votre questionnement bienveillant. On est sur des sujets sur lesquels très souvent on peine à avoir des consensus directs c'est important pour nous de pouvoir continuer à les mettre en débat, même si parfois c'est un petit peu, tu as utilisé tout à l'heure, je crois, l'image de la corde raide, mais c'est nécessaire quand même qu'on puisse continuer ces discussions. Moi, je maintiens au national et à l'international. On a eu récemment des interventions qui n'étaient pas franco-françaises et souvent quand même c'est aussi ce qui nous éclaire. Prochainement, on en aura d'autres de dimension internationale. Donc, n'hésitez pas à suivre les newsletters sur le réseau Virage pour les prochains webinaires et journées d'études. Merci beaucoup à toi, Bruno, pour l'exercice complexe, mais tout à fait riche pour nous aujourd'hui. Et à très bientôt à tous et toutes. Au revoir.